Bien, bon alors me présenter, je vais le faire très succinctement. Anciennement, présidente de la FNAPAF au niveau du national et puis depuis, maintenant 2 ans, nous avons créé une fédération bretonne. Je suis restée présidente d'honneur de la FNAPAF, une fédération bretonne, active. Nous avons le 29, le 56 et le 35 et donc nous militons, pour un meilleur accompagnement de notre population vieillissante. Et ça nous a amené, mais ça depuis déjà plus de 20 ans, à débattre déjà de l'importance de la mise en place d'un cinquième risque ou d'une cinquième branche et de la suppression de la barrière de l'âge. Alors tout d'abord, moi je vous remercie de m'avoir invité et dont le but ce soir est de vous présenter les enjeux de ce cinquième risque et de la suppression de la barrière de l'âge qui est donc fixé à 60 ans. Et là, après, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Le gouvernement, comme vous le savez peut-être, a acté en juin dernier l'intégration de la création d'un cinquième risque dans la loi autonomie de 2021. Et il faut que les Français se déterminent sur ce qu'ils veulent. Actuellement, alors je vais essayer de vous présenter la situation actuelle et telle qu'elle se déroule si vous voulez, l'opposition qu'il y a entre deux populations, les moins et les plus de 60 ans. Actuellement, lorsqu'une perte d'autonomie et un handicap se déclare, les moins de 60 ans, appelés handicapés, les plus de 60 ans, appelés dépendants, reçoivent des financements très différents concernant la prise en charge de l'accompagnement de leur perte d'autonomie, à situation équivalente, à situation comparable, bien sûr. Or, la vieillesse n'est pas une maladie, parce qu'on le saurait. Et nous sommes 18 millions de retraités. Quelques chiffres qui datent de 2008-2009, je vous donnerai l'origine des sondages, donc on peut estimer que c'est un peu plus maintenant, mais 2008-2009, on disait il y a 1 250 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont atteintes de dépendance, ce qui représente 8% de la population des plus de 60 ans. Il y a 4 600 000, c'est le nombre de personnes qui présentent une forme de handicap chez les personnes de 20 à 59 ans vivant à domicile, soit 14% de cette population. Alors les sources, enquête handicap santé, volet ménage de l'INSEE, et dont les principaux handicaps qui sont développés, c'est les déficiences motrices, les déficiences auditives, les déficiences visuelles, les déficiences intellectuelles. C'est ce qu'on retrouve dans la population des plus de 60 ans également. Il ne s'agit pas là d'opposer les uns aux autres, mais tout simplement d'accompagner un citoyen en fonction de ses réels besoins et non pas en fonction de son âge. Et c'est tout l'enjeu d'un cinquième risque ou cinquième branche, après à nous ou à tout le monde d'en décider, de sécurité sociale. On va faire un peu d'histoire, parce que c'est important. Le 12 mai 2009, le président Nicolas Sarkozy annonce un projet de loi, la création d'un cinquième risque. Le 16 novembre 2011, il réitère sa volonté de promulguer une loi avant la fin 2011. On sait tous comment ça s'est terminé. Roselyne Bachelot a conduit le chantier de la dépendance et ça n'a fait qu'enfermer un peu plus la population des plus de 60 ans derrière cette barrière de l'âge. Si nous remontons un petit peu plus dans l'histoire, en 1975, nous avons eu la création d'une allocation compensatrice qui s'appelait l'ACTP, permettant de financer l'aide apportée par une tierce personne aux personnes handicapées, quel que soit l'âge et l'origine du handicap. L'augmentation du coût de ces allocations du fait du vieillissement démographique a conduit en 1997 à séparer les personnes handicapées des personnes âgées. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur les pays nordiques, tels que la Suède, la Norvège, la Finlande ou encore le Danemark, qui ont été prévoyants et qui se sont organisés dès 1950. Dans ces pays, l'aide aux personnes dépendantes s'appuie sur un État providentiel universel, quel que soit son âge ou sa situation sociale,
une personne dépendante peut recevoir les services de prestataires publics ou privés à but non lucratif, dont la formation du personnel est très contrôlée. Ces prestations sont financées par l'impôt national et surtout par les municipalités. Dans ces pays, on ne parle pas de dépendance, mais de compensation de la perte d'autonomie. Il semble que la notion de dépendance soit typiquement française. Et ce sont les gériatres qui l'ont mise en place dans les années 80. Cette notion vient de l'idée que la dépendance est irréversible et qu'il n'y a rien à faire pour améliorer l'autonomie des personnes qui en sont atteintes, âgées ou handicapées. Et c'est à partir de cette notion de dépendance que l'on a élaboré la grille Agir, qui consiste à classer les personnes âgées dans un registre de 1 à 6. Alors pour la petite histoire, si on va vers les États-Unis, nous avons 500 items pour essayer de trouver le niveau de la perte d'autonomie d'un citoyen. Alors entre 500 items et 6 items pour les personnes âgées, voilà, on voit que ça peut créer quelques difficultés chez nous. Et ça en a créé de ce fait, surtout pour faire l'évaluation des personnes en situation de maladie cognitive, parce que dans ces 6 items, bien évidemment, on peut avoir une personne qui marche et qui se promène et qui malheureusement n'est pas en capacité d'accomplir les gestes de la vie, et on sait pourquoi maintenant, parce qu'on parle depuis tellement longtemps de la maladie d'Alzheimer. Nos revendications aujourd'hui, c'est quoi? Celui ou celle que la maladie, l'accident, le vieillissement ont placé en situation de perte d'autonomie, partielle ou totale, temporairement ou définitivement. C'est un citoyen de plein droit, et un citoyen de plein droit, quel que soit son âge. Nos valeurs républicaines reposent sur l'égalité des chances. En établissement comme à domicile, il est du devoir de la nation d'accompagner socialement et médicalement, dans le respect de ses choix, un citoyen fragilisé par la maladie et le handicap, quelle que soit l'origine du handicap et de la maladie. Depuis les années 2000, nous nous sommes retrouvés abreuvés de plans, de recommandations, de rapports, et pourtant nous persévérons à nous enfoncer dans un système injuste et à bout de souffle, et qui prend ses marques dans une gestion essentiellement budgétaire au détriment de l'humain. Le grand public, abreuvé des faits d'annonce, pour lui, c'est avant tout le jeunisme à tout va. Et donc ça ne fait que renforcer le refus de se voir vieillir. Alors que les Français devraient se prononcer sur ce qui représente aujourd'hui un débat incontournable de notre nation, comment bien vieillir ensemble pour faire société. Mais quand dans des conférences, au début, avant de prendre parole, je dis qui sait ce que c'est que le 5e risque, qui sait ce que c'est que la suppression de la barrière de l'âge, il n'y a pas un citoyen qui lève le doigt. Donc le grand public ne sait toujours pas de quoi nous parlons. Or, l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est aussi construire une société juste et équitable du vivre ensemble. L'éthique dont on parle, trop peu aujourd'hui, s'appuie sur des valeurs reposant sur le respect et la dignité humaine, le respect des souhaits des personnes de participer aux décisions, notamment en ce qui concerne le choix de son lieu de vie. L'éthique, c'est la bientraitance. L'éthique, c'est l'équité dans le partage des ressources disponibles entre tous les citoyens. Numéro 7. Une société du vivre ensemble. C'est une société fondée sur des différences physiques ou mentales de chacun. C'est une société dans laquelle la solidarité assure l'égalité des droits et des devoirs devant la vie. Diapo numéro 8. Et là, je vais revenir sur une loi dont vous avez certainement entendu parler, qui est la loi du 11 février 2005. Et dans son article 13, cette loi appelait la suppression de la barrière de l'âge. Alors, je vais vous relire ces deux articles qui sont très clairs. Article L. 114.1.1. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap,
quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Article L114. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. C'est parti dans les oubliettes. Et ça montre bien, là, dans ces deux articles, qu'un citoyen, quel que soit son âge, doit avoir une réponse digne de la souffrance et de la perte d'autonomie qu'il a. Pour concrétiser ces valeurs dont nous parlons, il faut un projet de société qui garantisse la qualité de vie et qui concerne, et ça concerne de nombreux domaines. Ça concerne la santé, l'urbanisme, la culture, le travail, voilà, c'est tout ce qui fait vie dans une cité. Il faut changer sur le long terme, parce que ça se passera pas en un jour. Donc on a déjà perdu trop de temps. On ne va pas demain dire, ça y est, on a écrit le 5e Reich, il existe. C'est ce que je pourrais essayer de vous dire tout à l'heure avec le rapport de Laurent Vachey, qui va un peu trop vite à mon goût, mais on vous dira pourquoi. Donc pour cela, il faut agir dès maintenant. Et prioritairement, c'est supprimer la barrière de l'âge qui pénalise tous les citoyens. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a les handicapés, enfin ceux qui sont appelés handicapés d'un côté et ceux qui sont appelés dépendants de l'autre. Ce qui se passe, et on le voit bien, on est en train de détricoter les avantages que pouvaient avoir les handicapés dans certains domaines, et à côté de ça, on est en train de supprimer de plus en plus de financement pour les personnes âgées qui en ont un réel besoin, parce que la démographie, effectivement, galope, et que les sous qui sont mis tous les ans un petit peu ne compensent pas ce qu'il faut faire. Donc tout le monde se trouve déshabillé aujourd'hui. Nous subissons un regard qui est négatif sur le vieillissement, et c'est aussi pour ça qu'on n'avance pas assez rapidement. Vieillesse, mais même pour le grand public, c'est dommage quand même d'en arriver là. Vieillesse égale maladie et dépendance. Mais si la vieillesse est une maladie, il y a 18 millions de Français aujourd'hui qui sont malades. Ben, moi, ça reste à prouver. Nous sommes considérés comme une charge pour la société et la jeune génération. Et ça, c'est inadmissible. Il faut en urgence construire des politiques publiques qui remettent le social et l'humain au cœur du débat. Il faut repenser dans sa globalité un système qui ne fonctionne pas et ce qui oppose la population. Le nerf de la guerre, pour démarrer ce changement, c'est la suppression de la barrière de l'âge. C'est la création de ce 5e Reich ou 5e branche que nous réclamons depuis 20 ans. Et certains en réclament depuis plus de 20 ans. C'est en sortant de l'omerta et des effets d'amont, omerta souvent des politiques et des gouvernements, sortant de l'omerta et des effets d'annonce, en favorisant la prise de parole des citoyens, notamment ceux qui sont directement concernés, que nous pourrons évoluer et changer de paradigme. Se poser les bonnes questions. Quelle est l'utilité publique d'un EHPAD? Quelles sont les difficultés de l'accompagnement au domicile? Comment mieux rémunérer le personnel qui entoure la personne en situation de perte d'autonomie? Qui finance? Comment protéger les aidants familiaux qui, pour les plus âgés, épuisés, partent dans leur tombe avant l'aider? Comment peut-on imaginer qu'un salaire, parce que c'est le grand débat aujourd'hui, qu'un salaire va mieux leur faire supporter le poids de cet accompagnement? Mais ça ne va rien changer, ça va être encore pire. On va peut-être voir, comme du temps où l'APA partait au café du coin avec le fils qui habitait avec sa mère, on va peut-être voir effectivement ce salaire donné à ces personnes, à ces aidants familiaux, et qui donnera pas un accompagnement comme celui que nous attendons à l'aider. Et qui va contrôler? Donc nous sommes abreuvés de textes de loi, de rapports, de promesses. Le constat, il est flagrant. Des professionnels qui crient au secours, des hôpitaux à bout de souffle, des familles dans la douleur, des personnes âgées abandonnées. Et alors,
chose. Nous ne nous cachons pas derrière la Covid, parce que ces situations existaient avant. Et si effectivement, avant, on avait déjà résolu de nombreux problèmes, on n'aurait peut-être pas eu autant de morts. Pour sortir de ces engrenages nocifs pour tout le monde, le premier axe à prendre en urgence est la création d'un droit universel à la compensation du handicap et de la perte d'autonomie. Nous refusons qu'à situation équivalente existent des différences de reste à charge liées à l'âge du citoyen à accompagner. Nous refusons catégoriquement les prétendues vertus du système assurantiel qui ouvre un boulevard juteux aux assureurs privés. Nous refusons d'assister passivement à la dégradation de notre système de protection sociale fondé sur notre pacte républicain. Recours sur succession, gage sur patrimoine ne sont pas des réponses au financement de la perte d'autonomie. C'est une double peine pour ceux qui en sont atteints, quand d'autres citoyens passeront au travers et pourront transmettre leur patrimoine comme bon leur semble. Un citoyen a des droits et des devoirs. Ce cinquième risque a pour but de donner aux citoyens français les mêmes droits pour le soutien à l'autonomie. Le grand public doit savoir de quoi nous parlons. Le grand public ne sait toujours pas ce qu'évoque la suppression de la barrière de l'âge. Alors, il faut dire que les médias ne nous aident pas beaucoup, hein, parce que quand on n'est pas dans la rubrique des chiens écrasés ou dans les maltraitances dans les EHPAD, qui sont généralement une heure d'écoute la plus importante, cinquième risque, personne n'en parle. Alors qu'il faudrait effectivement, et dans la presse quotidienne, et dans les médias télévisés à une heure de grande écoute, pouvoir avoir des tables rondes pour expliquer ce que nous voulons, nous. La question du financement de ce nouveau droit s'impose et repose sur des financements suffisants pour répondre aux besoins qui sont légitimes de toute personne en situation de perte d'autonomie et d'handicap, leur permettant de conserver leur dignité et d'être reconnus comme des citoyens à part entière. Chacun participe selon ses moyens, tous ses moyens, et chacun bénéficie selon ses besoins. Voilà ce que nous demandons, nous, aujourd'hui. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà me poser des questions, mais ensuite, je vous apporterai quelques éléments qui concernent un peu plus l'actualité, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a eu différents rapports depuis que notre président Macron est en place. Nous avons eu le rapport Iborra, nous avons eu le rapport Liébaud, et là, aujourd'hui, nous avons le rapport Vacher. Et ce rapport Vacher a été commandé par le gouvernement en fonction de la loi autonomie qui doit être construite pour 2021. Et donc, le gouvernement a demandé en juin dernier à ce que le cinquième risque intègre cette loi, et on a demandé à Laurent Vacher de faire un rapport sur comment on allait imaginer la construction de ce cinquième risque dans cette loi. Donc j'évoque le rapport Vacher. Donc le 14 septembre, Laurent Vacher, inspecteur général des finances et ancien directeur de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a remis au gouvernement son rapport sur la création de la cinquième branche, ou branche autonomie, aux côtés des branches maladie, vieillesse, famille, etc. La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a créé un nouveau risque, comme je vous le disais tout à l'heure, et une nouvelle branche consacrée à l'autonomie au sein de la sécurité sociale. Et donc, on a confié la gestion à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Déjà, ça, c'est pour nous, c'est un peu trop rapide parce que personne n'en a vraiment débattu au niveau des syndicats, au niveau des différents groupes politiques. Voilà, il faudrait peut-être qu'on puisse en parler un petit peu tous ensemble. Elle a par ailleurs prévu qu'un rapport soit remis au Parlement le 15 septembre 2020, donc ça a été fait, et la gouvernance et le financement de la nouvelle branche donc commence à démarrer un petit peu dans ce rapport. Le plus surprenant, c'est que ce rapport ne tire aucune conclusion en termes de gouvernance du fait que l'autonomie
deviendrait un régime de sécurité sociale aux côtés des 4 régimes actuels. Il reconnaît toutefois que le modèle du Conseil de la CNSA, qui a été voulu comme un parlement de l'autonomie et qui fonctionne pas mal, il faut le dire. Il y a des choses ils ont fait évoluer certaines choses. Et ils essayent, eux, justement, de faire ce rapprochement handicapés et personnes âgées. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Marianne Monchamp l'a dit haut et fort, la présidente, et on sait qu'elle est de cet avis. Mais ce serait très différent du modèle paritaire des autres branches. Il n'existe pas de consensus pour faire évoluer dans un sens ou dans l'autre cette composition. Et elle n'a jamais été, depuis 15 ans, un obstacle à la gouvernance. Il ne paraît donc pas utile, à quelque ajustement près, de la remettre en cause. On aurait donc écoutez bien, on aurait donc 4 régimes de sécurité sociale paritaires, salariés-employeurs. La règle pour la sécurité sociale depuis 1967. Et un régime où les représentants des salariés et des employeurs disposent de 8 sièges sur 52, soit 15% du total. C'est un peu comme si, au conseil d'administration de la CNAM, les représentants des salariés et des employeurs étaient soudainement réduits à une portion plus que congrue et que l'on faisait rentrer les représentants des organismes financés, comme la FHF, la FEAP, etc. Association de patients également. Or, le problème est que ce sont les cotisations des salariés et des employeurs qui financeront désormais la branche autonomie. Ce qui pouvait passer quand l'essentiel des ressources de la CNSA provenait de l'assurance maladie, par le biais de l'ONDAM, via l'ONDAM médico-social. Mais ça risque d'être beaucoup plus difficile à admettre pour la 5e branche. Alors, cette présentation de Laurent Vachey donne le sentiment d'une avalanche de solutions de financement plus ou moins réalistes, alors qu'Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas augmenter les impôts d'ici la fin du quinquennat. On a tous entendu la même chose. À peu près tout l'arsenal fiscal y passe. Poursuite de la hausse de la CSG, sans attendre l'échéance 2024 initialement prévue. Hausse des droits sur les successions. Prélèvement supplémentaire sur le fonds de réserve pour les retraites. Augmentation des droits de mutation. Division par 2 du plafond du crédit d'impôt pour les employeurs d'une aide à domicile, essentiellement des personnes âgées en perte d'autonomie. Et même ponction sur les ressources d'Action Logement, sans doute pour financer les dépenses d'adaptation de l'habitat au vieillissement. Les ministres ont souligné leur plein accord avec le missionné sur le sens que doit prendre la création de cette branche pour que les personnes accompagnées dans leur autonomie, en complément des efforts, par ailleurs engagés pour la mise en accessibilité de notre société, soient défendues de cette façon-là. Ils ont insisté sur les 4 promesses portées par cette réforme. Alors les promesses, je vais vous les donner. Une promesse d'universalité à travers une meilleure équité territoriale dans l'accès aux droits des personnes en perte d'autonomie. Une promesse de qualité renforcée de l'offre d'accompagnement. Une promesse de renforcement des politiques transversales du handicap du grand âge. Une promesse de démocratie, je cherche encore la démocratie, avec, à compter de cette année, un examen annuel de la politique de l'autonomie et des conditions de son financement à long terme dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Je pense que l'art de noyer le poisson et d'éviter le vrai débat et ses priorités, on ne peut pas trouver mieux. Car de quoi parle-t-on depuis que cette 5e branche de sécurité sociale a été évoquée? Promesse d'universalité à travers une meilleure équité territoriale, promesse de qualité renforcée d'accompagnement, promesse de renforcement des politiques transversales du grand âge, hein? Promesse de démocratie. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'ensemble de ces promesses, d'abord, reste suffisamment inconsistant et participe, une fois de plus, à ce qui s'appelle des effets d'annonce. Comment
peut-on aujourd'hui parler de financement de la perte d'autonomie sans qu'à aucun moment on ait passé suffisamment de temps pour analyser l'ensemble des besoins concernant et les personnes de moins de 60 et les personnes de plus de 60, c'est-à-dire l'ensemble des besoins qui concernent un citoyen, quel que soit son âge, en situation de perte d'autonomie. C'est comme si demain vous voulez monter une entreprise, quand vous la montez, vous regardez l'ensemble des besoins pour pouvoir la créer. Après, vous allez voir votre financeur, vous allez voir votre banque. Et bien là, on fait le contraire. Là, on va chercher dans la banque ce qu'on peut trouver et on va voir après comment on va pouvoir mettre une enveloppe là, une enveloppe là, une enveloppe là. Donc, je trouve que, une fois de plus, on est parti en sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais là, effectivement, il ne faut pas de précipitation, il faut mettre les choses à plat, il faut remettre le système dans lequel nous sommes après 60 ans à plat, il faut repositionner l'ensemble des besoins des personnes handicapées, etc. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus.